Madame, Monsieur, bienvenue au webinaire Actualité des contrôles, la rénovation à partir de 2021. Le webinaire va bientôt commencer. Après une introduction de la présidente du H3C, Madame Pébernes, nous aborderons les trois parties suivantes. Présentation générale de la rénovation des contrôles, spécificité de la rénovation des contrôles pour les cabinets non EIP, et enfin, spécificité de la rénovation des contrôles pour les cabinets EIP. Nous vous souhaitons un bon webinaire. Bonjour mesdames et messieurs les commissaires aux comptes. C'est Florence Pébernes, votre nouvelle présidente depuis le 1er avril 2021, la nouvelle présidente du H3C qui vous parle. Vous êtes plus de 1725 inscrits à ce webinaire, pas tous encore tout à fait connectés. Nous nous félicitons évidemment, moi-même et les équipes du H3C, pour le succès que nous avons rencontré en vous proposant ce webinaire. Quelques mots introductifs pour vous dire que, vous le savez, la réforme européenne de l'audit de 2016 a renforcé les missions du H3C et lui a notamment confié la responsabilité finale de la supervision des commissaires aux comptes. Le contrôle des commissaires aux comptes qui exercent les missions de certification des comptes auprès d'entités d'intérêt public ne peut être réalisé que par les contrôleurs du H3C. Le contrôle des commissaires aux comptes qui exercent leur mission sur d'autres entités, celles qui ne sont pas d'intérêt public, peut être délégué à des commissaires aux comptes qui l'exercent en région ou en province, en région parisienne aussi, sous l'autorité et le contrôle de la compagnie nationale, avec évidemment la supervision des services ici du Haut Conseil. C'est une tâche difficile pour le H3C, essentielle mais difficile, en raison de la diversité et du peu de concentration du marché français. Quelques chiffres que vous avez en tête. Il y a plus de 3700 personnes morales qui sont titulaires de plus de 220 000 mandats. Il y a plus de 4000 personnes physiques titulaires qui sont à la tête de 39 000 mandats, en charge de 39 000 mandats. Nous avons environ 9 000 signataires de mandats dans la profession et plus 5 000 de ce que nous appelons les unités de contrôle. Un grand challenge donc pour cette institution dont vous savez qu'elle ne compte qu'une petite soixantaine de salariés. Notre obligation de contrôle est de 6 années, en principe, ramenée à 3 ans pour les commissaires aux comptes qui exercent dans ce qu'on appelle les grandes entreprises. La typologie des professionnels est extrêmement variée. Il y a des niveaux de risque très disparates et des nécessités pour vous, les professionnels, d'organisation extrêmement différentes. Vous avez souvent dit que vous estimiez nos méthodes de contrôle trop rigides, parfois inadaptées. Vous avez exprimé le fait que vous perceviez que ces contrôles par la profession étaient disparates. Et ce sentiment assez partagé, que nous partageons aussi avec vous, c'est pourtant, nous savons tous, l'intérêt du contrôle, c'est de faire grandir la profession, la faire grandir dans la qualité du travail qu'elle fait et aussi assurer une bonne restitution de la qualité de l'audit en France. C'est donc sur ces constats, avec ces prérogatives que la loi lui a confiées, que le H3C, sous l'égide de mon prédécesseur, a décidé, et du collège, de lancer un chantier de rénovation des contrôles. Ce chantier a été débuté l'an passé. Ce webinaire est l'occasion de vous montrer, de vous présenter la restitution d'un an de travail. L'idée, c'est de garder le lien avec les professionnels, de repenser la finalité du contrôle, son organisation, ses méthodes et aussi ses conclusions. Le collège en a fait un axe stratégique prioritaire et dès l'année 2021, vous en verrez les premiers effets. C'est l'objet de ce qui va vous être exposé par ce
son directeur général et les 2 responsables des contrôles EIP et non EIP. Nous recevrons ensuite vos questions. Des agents du H3C ont été sollicités pour les recueillir. Nous nous efforcerons d'y répondre après la présentation qui va vous être faite. Et ce webinaire sera enregistré. Vous pourrez le consulter pour ceux qui n'ont pas pu se connecter tout de suite ou ceux qui souhaitent le revoir. Vous pourrez vous connecter sur le site du H3C pour le relire et puis prendre connaissance aussi des questions qui auront été posées et dont nous enrichirons l'enregistrement. Merci beaucoup du succès que vous nous témoignez en étant si nombreux à vous être connectés. Et j'espère que ce sera riche d'enseignements que d'écouter les conférences qui vont suivre. À bientôt, à très bientôt à chacun. En région, je me déplacerai, j'ai déjà été invitée. Et si vous voulez aussi me rencontrer, je l'ai fait déjà à plusieurs reprises avec beaucoup d'entre vous. À très bientôt. Merci Madame la Présidente. Donc effectivement, l'objet de ce webinaire est de vous présenter ce qui vous attend pour 2021, considérant l'objectif assigné par le collège de rénover les contrôles. Rénover les contrôles est parti d'un constat de ce qu'on peut appeler les pierres fondatrices de cette rénovation. Première pierre fondatrice, naturellement, c'est la qualité de l'audit, c'est le respect de la déontologie, qui, naturellement, et comme vous le savez, sont gages de la confiance accordée aux travaux du commissaire aux comptes, qui se situe au service de l'économie et de l'intérêt général. Cet élément fondateur se traduit également dans un contexte particulier. Vous savez tous que l'exercice des missions de commissaire aux comptes a connu récemment de profonds changements. C'est pas des changements qui sont non plus totalement anecdotiques, assez importants, et qui sont aussi la suite et la continuité de changements historiques que la profession a pu connaître, toujours tournés vers un engagement fort vers l'intérêt général et un besoin de reconnaissance et de qualité très importante. Et par rapport à cela, comme l'a souligné la présidente dans son introduction, le contrôle a pu apparaître comme restant un petit peu sclérosé, restant sur des acquis, sur des fondamentaux un peu passés, qui nécessitaient de revenir un petit peu sur ses objectifs, sur sa définition, sa raison d'être, de façon à pouvoir voir s'il était nécessaire de faire évoluer la façon dont on organisait et mettait en œuvre ce contrôle. D'où l'idée de ce chantier de rénovation. Comment s'est-il organisé? Tout d'abord par une réflexion mettant également à partie un certain nombre d'extérieurs. Ces extérieurs étant nos homologues européens qui également, dans le cadre de la réforme européenne de l'audit, conduisent eux-mêmes un certain nombre de contrôles. On est allé également à l'extérieur de l'Europe pour voir aussi comment certains de nos homologues pratiquaient pour mettre en œuvre ces objectifs de supervision. Et nous avons consulté également d'autres autorités de régulation françaises, de façon à voir également comment eux mettaient en œuvre leurs obligations liées au contrôle. On a consulté également un grand nombre de professionnels, dont certains sont peut-être aujourd'hui parmi nous, dans le cadre d'un hackathon, où on a pu échanger sur la raison d'être du contrôle, sur ses objectifs, sur ses fondamentaux. Et dans le cadre de cet hackathon, d'une part, comme je précisais, il y avait des professionnels, mais également des extérieurs. Nous avons eu la chance d'avoir quelques chercheurs, des représentants d'entreprises, également de représentants d'autres autorités, de façon à pouvoir approfondir cette réflexion. Et nous avons également, à l'issue de l'hackathon, reçu un certain nombre de courriers, de sollicitations extérieures de personnes pour nous fournir un certain nombre d'inputs très utiles dans le cadre de cette réflexion qui a permis au groupe de travail qui a été mis en place d'approfondir les travaux et de définir de nouvelles méthodologies, de nouveaux moyens et également de présenter tout cela au collège qui a pu en délibérer de façon à ce que dès 2021, nous puissions commencer à mettre en œuvre ces différentes modalités de contrôle et ces adaptations. Tout d'abord, l'un des premiers éléments dont la nécessité est apparue a été de définir quelle était la finalité des contrôles du H3C.
Cette finalité, nous la reproduisons ici, elle se définit de la manière suivante. S'assurer que la confiance accordée par les marchés, les utilisateurs des comptes et l'ensemble des parties prenantes aux missions et prestations des commissaires aux comptes est justifiée. Donc, on voit bien que c'est une finalité importante et qui permet, pour conduire à cette finalité, de définir et d'identifier 9 objectifs. Ces 9 objectifs, et sans qu'il y ait de hiérarchie particulière dans les objectifs que je vais vous développer, sont les suivants. Tout d'abord, faire croître la qualité des audits conduits. Ce que je disais tout à l'heure en introduction, la qualité reste un élément fondateur et important du contrôle. D'ailleurs, on appelle contrôle qualité. Deuxième objectif, dissuader du défaut de professionnalisme par la périodicité et la systématisation des contrôles. On le sait tous, à partir du moment où on fait l'objet régulier d'un contrôle, on a une tendance naturelle à s'améliorer et à auto-entretenir cette amélioration. Troisième objectif, s'assurer de la pertinence de l'opinion du commissaire aux comptes au regard des diligences menées. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Vous avez l'habitude également au regard du contrôle d'activité tel qu'il était déjà conduit historiquement. La pertinence de l'opinion est importante dans ce cadre-là. Quatrième objectif, détecter des insuffisances ou des problèmes majeurs qui pourraient conduire, le cas échéant, à des poursuites. N'oublions pas effectivement que si le contrôle qualité n'a pas pour première vocation d'avoir une fonction répressive, mais il est avant tout une dimension pédagogique, la dimension répressive peut également exister. Et d'ailleurs, un certain nombre de vos confrères ont pu nous rappeler qu'il était important également de pouvoir identifier des comportements défaillants, des comportements déviants, et de façon à pouvoir les sanctionner le cas échéant. Prévenir les manquements par l'identification d'insuffisances porteuses d'un risque de non-détection d'anomalies significatives est également quelque chose d'important, de façon à intervenir en amont et éviter de se retrouver face à une situation difficile qui pourrait d'ailleurs amener le professionnel à mettre en œuvre sa propre responsabilité civile. Communiquer les résultats de contrôle de manière compréhensible, c'est également un objectif important qu'on a pu d'ailleurs parfois peut-être un tout petit peu oublier et qu'il était important que l'ensemble des parties prenantes puissent comprendre précisément les éventuels éléments d'amélioration nécessaires. Septième objectif, s'assurer du respect de leurs obligations par les commissaires aux comptes. Je vais dire, il parle de lui-même. Huitième objectif, identifier des situations nécessitant une évolution normative ou une évolution du périmètre d'intervention. Ça est également important puisque dans la raison d'être du H3C, il est également identifié que nous étions là également pour accompagner les professionnels et que dans cet accompagnement, il était nécessaire de passer par ces éléments d'identification. Et ça permet également de pouvoir, dans le cadre de l'approche normative, de pouvoir faire évoluer au besoin une norme si d'aventure cela a été rendu nécessaire. Et également, quelque chose qu'on a pu parfois oublier, c'est valoriser les bonnes pratiques, car trop souvent, le contrôle, et on le voit dans les échanges qu'on peut avoir avec vous dans le cadre des réunions de synthèse, on a une tendance naturelle à pointer sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure et d'oublier les 97% de trains qui arrivent à l'heure. Donc l'idée également, dans le cadre de cette réflexion et de rénovation des contrôles, d'introduire cette valorisation de bonnes pratiques et elles sont nombreuses et il est important de pouvoir les faire valoir. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut mettre tout cela en œuvre? Cette mise en œuvre passe par 4 points fondamentaux, qui sont l'agilité, la continuité, le profilage et l'approche par les risques. Pourquoi agilité? De façon à pouvoir entrer dans une approche de diversification des types de contrôle et de pouvoir éviter, chaque fois qu'on a un contrôle, d'embarquer quelque chose qui soit important et qui soit long et difficile à mettre en œuvre. Je serais tenté de dire que c'est un petit peu de passer du paquebot à la vedette. Le paquebot, si vous voulez tourner, il faut anticiper plusieurs heures auparavant. La vedette, vous le faites immédiatement. Donc, c'est de gagner en agilité. La continuité, ça permet d'augmenter, lorsque cela est nécessaire, la fréquence des contrôles. Et vous voyez immédiatement également que
dès qu'on parle de continuité, on parle forcément d'agilité, puisqu'il faut qu'il y ait une capacité à réagir facilement. Profilage et approche par les risques, ça permet de pouvoir mieux adapter le contrôle aux spécificités des différentes structures d'exercice professionnel, à la typologie de risque qu'elle embarque, à sa typologie d'activité, de façon à adapter la méthodologie de contrôle aux risques qui sont portés par telle ou telle structure d'exercice professionnel. Une fois qu'on parle de risque, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on a identifié, dans un premier temps, ça peut évoluer en fonction de l'usage, mais dans le dispositif tel qu'on l'a pensé, on a identifié 5 facteurs de risque. Parmi ces 5 classifications de risque qui sont réalisées en fonction d'un certain nombre de facteurs de risque. Au regard de ces différents risques qui sont établis, donc le risque 1, le risque 2, 3, 4 et 5, on va pouvoir derrière mettre en œuvre un certain nombre de contrôles qui vont être différenciés en fonction justement de la nature du risque et du besoin que relève le professionnel au regard de ces catégories de risques. Et c'est là où on arrive également avec une typologie de contrôle qui va être adaptée. Et je parlais tout à l'heure de profilage, et c'est là où, dans ce cadre de ce profilage, on va adapter en fonction du profil de chaque cabinet et du besoin également du moment, en fonction de la nécessité qui s'est fait connaître, adapter une typologie de contrôle. Et d'ailleurs, vous remarquez que je parle du contrôle, mais qu'en réalité, petit à petit, on ne va pas parler du contrôle, mais des contrôles. On va avoir 2 grandes catégories de contrôles différents. Tout d'abord, des contrôles périodiques à occurrence variable et des contrôles systématiques annuels. Pour ce qui est des contrôles systématiques annuels, ce sont des contrôles qui pourront porter sur l'intégralité de la population en mettant en œuvre un certain nombre d'automatismes et qui porteront sur des thèmes particuliers qui auront été décidés par le collège dans le cadre des orientations annuelles des contrôles. Les contrôles périodiques à occurrence variable, comme leur nom l'indique, sont périodiques, donc vont arriver régulièrement, mais peuvent, quand on parle d'occurrence variable, s'intercaler de manière différente. Et on a identifié, je reviendrai plus précisément juste après sur ces éléments, on a identifié 6 modalités différentes de contrôle. Le contrôle complet, le contrôle spot, le contrôle des procédures, le suivi, les mandats, contrôle des mandats et la modalité d'entretien. Si on revient précisément sur ces différents éléments, à quoi cela correspond-il? Le contrôle complet, c'est un contrôle qui, on va dire, globalement revient à ce qui était connu historiquement. On arrive pour faire un contrôle qui va embarquer les procédures, un test sur un échantillon de mandat, le suivi également des constats des contrôles précédents. Donc, on est peu ou prou très proche de ce qu'on peut faire actuellement. Le contrôle spot est un contrôle qui peut intervenir à tout moment et qui vise à aller vérifier, contrôler un élément précis. Cet élément précis, il peut être lié à un mandat, il peut y être procédure, il peut éventuellement être lié également à un lien entre une procédure et un mandat au regard d'une problématique particulière qui génère ce contrôle spot. La problématique particulière pouvant être, par exemple, un sujet d'actualité. Un contrôle de procédure, comme son nom l'indique, ne portera que sur les procédures. Un suivi des constats, comme son nom l'indique, ne portera que sur le suivi des constats, des recommandations et du plan de remédiation. Alors, quand je dis « et », ça peut être « ou », naturellement. C'est après, on adapte la nature de ce suivi aux besoins qui s'est fait jour. Contrôle de mandat, c'est un contrôle qui ne porte que sur un échantillon de mandats détenus par la structure d'exercice professionnel, sachant que en termes de point d'entrée pour ce mandat, on peut avoir comme point d'entrée le signataire, et dans ces cas-là, on pourrait être amené à contrôler plusieurs mandats d'un même signataire. Ça peut être une thématique particulière,
Ça peut être également un secteur d'activité particulier où on va regarder d'une manière un peu plus transversale et on ne regardera dans ces cas-là que les mandats et pas les procédures. Naturellement, un contrôle de mandat pourrait générer un contrôle de procédure si d'aventure l'éventuelle anomalie qui a été constatée rend nécessaire de pouvoir poursuivre le contrôle par un contrôle de procédure. C'est un petit peu aussi cette agilité à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Un dernier type de contrôle est le contrôle par entretien. Ça, c'est quelque chose qui est également inspiré de demandes de professionnels, d'échanges qu'on a pu avoir avec certains professionnels qui ont marqué l'importance que revêtait cet entretien et cette possibilité d'entretien avec des professionnels et que dans un certain nombre de cas, cet entretien pouvait être bien plus important et relever plus d'intérêt que le seul regard porté sur un dossier ou sur les procédures d'un cabinet. Une fois qu'on a brossé le spectre global de l'ensemble des modalités de contrôle qui sont à notre disposition, cette boîte à outils, la question est de savoir comment nous allons mettre en œuvre, nous allons piocher dans cette boîte à outils pour pouvoir mettre en œuvre le contrôle par la suite. C'est là où on arrive sur des occurrences variables, où en fonction de la nature de risque, sur la période de cycle de contrôle, qui sera donc soit triennale, soit sexennale en fonction de l'obligation, on va pouvoir poser et structurer la démarche de contrôle. Ce qui veut dire que pour un cabinet particulier, il pourrait avoir sur son cycle sexennal uniquement un contrôle complet, par exemple, voire uniquement un contrôle spot, ou pourquoi pas juste un contrôle d'entretien. D'autres cabinets, en fonction de la nature et de la catégorie de risque qu'ils portent, pourraient avoir, sur une période de 3 ans ou 6 ans, éventuellement 2, 3 contrôles complets, un contrôle complet suivi d'un contrôle de procédure et d'un contrôle de mandat, en fonction des besoins au regard, encore une fois, de l'approche par les risques qui a été définie et de la nature du risque qui est porté par le cabinet. Ce que l'on peut naturellement déjà avoir à l'esprit, c'est de se dire qu'un cabinet qui porte un risque relativement faible, il n'a pas de mandat particulièrement risqué, le contrôle dont il a bénéficié historiquement s'est révélé positif. Ce type de cabinet, en théorie, devrait avoir petit à petit, dès lors que son risque n'évolue pas, des modalités allégées de contrôle. Naturellement, si son risque venait à évoluer, on reviendrait éventuellement sur un modèle de contrôle complet, par exemple, ou sur un modèle de contrôle spot ou de mandat, juste pour aller regarder l'élément d'évolution de son risque. Alors naturellement, les cabinets qui portent un risque important, que ce soit par rapport à la typologie de mandat, par rapport au nombre de mandats, eux verront forcément des contrôles complets arriver très régulièrement dans le cadre de ces cycles. Mais l'idée, c'est réellement de s'adapter, d'adapter ces modalités de contrôle au niveau de risque qui sont portés par chaque structure d'exercice professionnel que l'on regarde encore une fois, comme toujours pour le moment, au niveau de l'unité de contrôle. Alors naturellement, tout cela n'est pas figé dans le marbre. L'idée, c'est de commencer à intégrer tous ces éléments de rénovation dès le programme 2021. On vous détaillera juste après comment ça va s'opérer pour les cabinets non EIP et pour les cabinets EIP. C'est aussi de faire après des retours d'expérience régulièrement, de faire de l'échantillonnage et de voir comment et si et comment on doit adapter cette rénovation, ces nouvelles modalités, s'il est nécessaire de les adapter au fur et à mesure de la mise en œuvre de ces premiers contrôles. À la fin du séminaire, on reviendra également sur l'étape d'après, parce que ce que l'on va vous présenter, ce qu'on vous présente aujourd'hui est une étape importante, mais naturellement, ce processus est un processus itératif qui est amené potentiellement à évoluer. J'en ai fini sur ma présentation générale. On ne vous a pas précisé, mais je pense que vous avez l'habitude des webinaires que vous aviez la faculté de poser des questions par écrit, par l'intermédiaire du chat.
Donc je ne sais pas si je me tourne vers mes collègues, s'il y a des questions qui ont été posées, mais elles vont faire l'objet j'allais dire, d'une retranscription orale de façon à ce que je puisse y répondre. Première question, le délai de prévenance d'un contrôle va-t-il être réduit? Serons-nous toujours prévenus à l'avance? Alors, le délai de prévenance, il va essentiellement dépendre de la modalité de contrôle, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a des modalités qui sont différentes. En fonction du besoin et de la méthodologie qui va être mise en œuvre, le délai de prévenance peut être plus ou moins long. Naturellement, il ne s'agit pas non plus de prendre, j'allais dire, au dépourvu, ça reste un contrôle d'activité. Encore une fois, le contrôle d'activité, je dis encore une fois, mais c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais dans le cas du contrôle d'activité, ce qui reste important également, c'est l'échange qui va avoir lieu entre le contrôleur et le contrôlé. Il ne s'agit absolument pas dans ces modalités de prendre les contrôlés au dépourvu, mais il est clair que sur certaines typologies de contrôle, comme un contrôle spot, qui peut éventuellement sur un problème d'activité intervenir assez vite, le délai de prévenance pourrait être relativement court, alors que sur un contrôle complet pour un cabinet qui demande plus d'organisation, plus de préparation en amont, le délai de prévenance pourra être, comme il existe aujourd'hui, plus ou moins long. Question suivante, qui décide des modalités de contrôle? Alors, les modalités de contrôle restent à la main du contrôleur. Le contrôleur et l'organisateur du contrôle reste le H3C. Le H3C demeure avec la responsabilité finale de la supervision des cabinets. Et donc, c'est lui, déjà dans un premier temps, c'est le collège qui va définir les orientations des contrôles. Et ensuite, la direction des contrôles va mettre en œuvre son programme de contrôle, alors, avec une particularité pour l'aspect délégation, puisque la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans le cadre de la mise en œuvre de cette délégation, dans le cadre de la mise en œuvre de cette délégation, va également structurer et préparer et organiser le programme de contrôle. Et le contrôleur lui-même prépare son plan d'approche de contrôle et met en œuvre sa propre démarche de contrôle. Mais il est clair que si c'est le sous-entendu de la question, le cabinet ne décide pas de ses modalités de contrôle. Question suivante, comment s'articule un contrôle de procédure sur un cycle de 3 ans ou de 6 ans? Alors, je ne suis pas sûr de voir quelle est la finalité de la question. Ce que l'on peut dire, c'est qu'un contrôle de procédure va pouvoir intervenir à n'importe quel moment du cycle. Mais il peut également ne pas intervenir. Sur un cabinet, sur une structure d'exercice professionnel, qui est monopersonnel, le contrôle de procédure, en dehors de faire une lobotomie, ne sert pas à grand-chose. Par contre, il peut être intéressant éventuellement dans le cadre de l'entretien de voir comment la personne s'organise. Dans d'autres situations, il pourrait être intéressant et nécessaire de faire un contrôle de procédure en année 1 et de refaire un contrôle de procédure en année 5. Parce que, éventuellement, la structuration du cabinet a évolué, son risque a évolué, ou la typologie de mandat, ou un certain nombre de situations ont fait qu'il devient nécessaire, il peut être devenu nécessaire de faire un contrôle de procédure. Donc, en réalité, le contrôle de procédure, mais comme l'ensemble des autres typologies de contrôle, s'adapte et se positionne au fur et à mesure du cycle en fonction de la nature du risque et du besoin en termes de contrôle. Question suivante, les cabinets seront-ils avertis du niveau de risque dans lequel ils ont été classés et seront-ils avertis à l'avance de la modalité de contrôle qui leur sera appliquée? Alors oui et non. En réalité, les cabinets ne seront pas directement informés de la nature du risque dans lequel ils se trouvent. Par contre, je dirais qu'il ne faudra pas être un grand devin pour pouvoir identifier dans quelle catégorie on se trouve au regard de la définition des différentes catégories de risques, et notamment dans le monde UIP, on y reviendra après,
dans les présentations qui viennent, vous verrez qu'il va être assez facile de se positionner. Après, la nature du contrôle, elle sera forcément un petit peu identifiée dans la mesure où quand on va vous proposer, enfin vous indiquer que vous êtes au contrôle, on va vous solliciter sur un certain nombre de choses et au regard de la sollicitation qui vous sera faite, vous pourrez identifier assez facilement dans quelle modalité vous vous trouvez. Mais encore une fois, le fait de préparer un contrôle selon une modalité n'implique pas obligatoirement et forcément que cette seule modalité sera utilisée dans le cadre du contrôle. Encore une fois, l'idée est d'être agile et de ne pas être figé dans une typologie particulière. Par exemple, un contrôle spot qui vise un point particulier, s'il identifie une problématique particulière de procédure, pourrait totalement également se compléter d'un contrôle de procédure. Pas de questions complémentaires. Eh bien, merci beaucoup. Je passe sans désemparer la parole à Elena Revuelto, que vous connaissez tous et toutes, directrice des contrôles des cabinets non EIP. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire que j'espère vous passionnera. En tous les cas, nous sommes très heureux de vous faire cette présentation. Je m'adresse donc de manière un peu plus particulière sur ce qui concerne les contrôles des cabinets non EIP, des spécificités qui vous sont applicables. J'espère que ça vous donnera aussi des idées pour les cabinets non EIP si vous avez en effet des questions qui pourraient vous venir à l'esprit. Donc voilà pour cet aspect-là. J'ai quand même l'honneur de vous présenter cela en qualité de responsable des contrôles non EIP au sein du H3C. Et j'espère que la présentation d'Éric Baudrier, notre directeur général, vous a passionné. Je vous rappelle tout d'abord, en préambule, qu'il y a un cadre des contrôles qui existe et qui est un petit peu particulier dans le non-EIP puisque la réalisation des contrôles se fait soit par les contrôleurs du H3C, soit par des contrôleurs praticiens dans le cadre d'une délégation qu'a consenti le Haut Conseil à la compagnie nationale. Cette délégation est donc en route depuis 2017. Donc, dans le cadre de la rénovation, pas de particularité, on maintient la délégation des contrôles et on fera également des contrôles directs nous-mêmes. On est une toute petite équipe de contrôleurs, donc l'idée, ce n'est pas du tout de faire nous-mêmes des contrôles de façon très assidue, mais on souhaite tout de même participer à cette réalisation des contrôles parce que c'est très important d'être sur le terrain et de vous rencontrer de vive voix. Ça apporte beaucoup de richesse à notre réflexion générale. Donc, simplement pour vous resituer, nous sommes dans le cadre du 3e cycle de contrôle non EIP et on a démarré donc ce 3e cycle en 2020. Il se terminera en 2025. Pour vous resituer également dans le temps, historiquement, nous avons la délégation qui a démarré en 2017 et nous avons nous-mêmes débuté nos propres contrôles H3C des cabinets non EIP depuis 2019. Tout ce qui vous a été présenté par Éric Baudrier, on essaye de le mettre sous le prisme des cabinets non EIP. Donc, vous avez une population des cabinets non EIP qui est quand même assez importante puisqu'elle est à peu près de 5500 cabinets. Et cette population-là, nous avons essayé d'aborder une première segmentation des risques de ces cabinets-là selon les risques qui vous sont présentés. Donc, les critères ont été retenus qui sont aujourd'hui ce qu'ils sont, mais qui sont peut-être amenés à évoluer, bien sûr, et elles seront affinées au fil des prochains contrôles. Donc, il y a d'abord le critère de la taille de l'unité de contrôle, puisque si vous avez, il faut avoir 15 000 heures d'audit minimum ou 350 mandats. Si le précédent contrôle dont vous avez bénéficié il y a quelque temps n'était pas satisfaisant, ou si vous êtes dans le cadre d'une particularité
En ce qui concerne les signataires de mandats, donc notamment si vous signez plus de 150 mandats ou si vous êtes un élu, par exemple, d'une instance professionnelle, tous ces 3 critères-là vous font passer en segmentation R2. Si vous détenez des mandats en entreprise ou si c'est votre premier contrôle, vous n'avez jamais fait l'objet d'un premier contrôle, vous serez dans la segmentation R3. Et sinon, vous serez dans une segmentation R4. Donc, j'espère que vous l'aurez compris, mais je vous le reprécise. Le niveau de risque, c'est R2 les plus risqués, R3 moins risqués et R4 non risqués. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y ait un risque terrible, hein, ça veut dire simplement que ce sont des facteurs qui nous conduisent à justement se dire, finalement, on va peut-être appliquer des modalités de contrôle un peu plus poussées pour la segmentation R2 que pour la segmentation R4. L'approche par les risques, elle reste bien évidemment bien au centre de la méthodologie du H3C. Et pour vous donner un aperçu pratique sur la population des cabinets non EIP qui sont inscrits au programme 2021, vous avez environ 13% des cabinets qui sont dans la segmentation R2. Vous avez 30% qui restent en R3 et tout le reste de la population au contrôle, 57%, sont en R4. Donc tout ceci, c'est simplement pour vous préciser que le plan de contrôle qui a été établi pour 2021 va respecter l'obligation de contrôle à minima sextennal, hein, bien sûr, mais qui va avoir cette dimension, ce dimensionnement de l'approche par les risques qui va donc nous conduire à projeter les modalités de contrôle qui seront appropriées en fonction du niveau de risque que l'on aura déterminé. Bien sûr, on peut se tromper, mais ça va être adapté et l'idée, c'est qu'on puisse s'adapter à chaque fois que nous aurons. C'est du sur-mesure en réalité. Hein. Donc, à chaque fois, on aura une approche qui va essayer de faire porter la profondeur et la pertinence et le nombre de contrôles sur un cycle de plus importante lorsqu'il s'agit de cabinets en R2. Et puis, évidemment, vous l'aurez compris, lorsque les cabinets sont les moins risqués, l'idée, ce n'est pas de leur faire porter beaucoup de modalités de contrôle, mais le strict nécessaire. Cette année 2021 est un peu spéciale, hein, bien sûr, puisque la mise en œuvre du dispositif de contrôle, elle va être progressive. Et on va essayer quand même de ne pas vous perdre complètement sur le contrôle d'activité en 2021. Et on va assurer une transition entre les anciennes modalités, qui étaient donc le contrôle complet, qui lui est terminé. La place est laissée aujourd'hui à plutôt une approche qui soit sur mesure, avec des modalités appropriées pour chacun d'entre vous. Donc, on fera cette transition-là le plus douce, j'espère, possible. Voilà donc le panorama général, les niveaux de risque dont je vous ai parlé en termes de segmentation, le 2 jusqu'au 4. Nous avons donc choisi les modalités de contrôle qui vous seront appliquées selon les niveaux de risque. Et simplement, donc, en panorama général, ce qui est important de retenir, c'est que pour tous les niveaux de risque, nous allons la modalité mandat, contrôle de mandat, et la modalité contrôle d'entretien. Et puis, sur les niveaux de risque 2, vous allez voir du contrôle de suivi, vous allez voir du contrôle de procédure, vous allez voir du contrôle spot. En revanche, pour les niveaux de risque 3 et 4, vous aurez en complément ou pas des contrôles de procédure. Tout ceci va générer bien sûr une actualisation de la segmentation puisque nous allons à chaque fois utiliser la connaissance acquise sur chacun des cabinets que nous aurons contrôlés pour resegmenter de façon la plus appropriée possible la population et remettre les acteurs au bon niveau de risque pour que les accompagner dans l'amélioration de l'audit qui mène chaque jour. Donc simplement, une fois que vous avez eu le panorama, voici les particularités. Donc contrôle de mandat, on a dit que c'était systématique en 2021 pour tous.
tous les cabinets donc, qui seront au contrôle en 2021 auront un contrôle de mandat, bien sûr, tout en respectant les orientations du H3C. Les orientations du H3C, je vous invite à les consulter sur le site du H3C. Vous avez à la fois une décision qui porte sur les orientations du non-EIT et une décision qui porte sur les particularités EIC également. En termes de contrôle par entretien, alors là, c'est une nouveauté en 2021. Alors, nouveauté qu'on a essayé d'inscrire dans une transition qui permette à tous de se retrouver. Hein, bien sûr, je ne vais pas vous appliquer ça d'un coup d'un seul sans vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, l'idée pour 2021, c'est d'avoir un contrôle par entretien qui permette de vraiment sélectionner les mandats qui sont intéressants à vérifier, intéressants pour nous bien sûr, mais intéressants surtout pour vous, pour qu'ils soient représentatifs de l'activité que vous menez chaque jour en termes de quel que soit donc le niveau de risque, tout le monde aura un contrôle par entretien. Une particularité qu'il faut quand même souligner, mais qui ne concernera que très très peu de cabinets, donc rassurez-vous, on va utiliser cette modalité en 2021 en faisant un test sur quelques cabinets au cours du programme. Vous serez bien sûr avertis, hein, mais des craintes. Et l'idée, c'est de se dire, on va tester cette modalité unique. Donc le contrôle que vous aurez pour ces quelques cabinets, ce sera avec un contrôle par entretien seulement. Donc voilà, ça sera ça l'objet du test. Rassurez-vous, on sera là pour vous accompagner. Il n'y aura aucun souci sur ce test de grandeur nature que nous effectuerons avec vous. Le contrôle des procédures, maintenant, la nouveauté, alors vous avez eu l'habitude dans le non-EIP d'avoir un contrôle de procédure si vous déteniez plus de 50 mandats. Aujourd'hui, on a changé un petit peu la façon de faire. Hein. Ce qui est nouveau, c'est que dès lors que l'exercice de l'activité de commissariat aux comptes est pratiqué avec au moins 2 signataires, vous aurez la modalité contrôle des procédures. Tout ça en respectant évidemment les vérifications systématiques qu'a préconisé le Haut Conseil dans cette orientation 2021. Cela ne veut pas dire que lorsque vous êtes monosignataire, vous êtes le signataire unique de votre cabinet, vous n'aurez absolument aucun contrôle de procédure. Ça veut simplement dire que si les défaillances sont constatées, lorsque des modalités de contrôle sur d'autres éléments, contrôle de mandat, contrôle d'entretien, contrôle de suivi, si on constate des défaillances importantes, dont l'origine peut être liée à l'organisation de l'activité de commissariat aux comptes, alors vous aurez sans doute un contrôle des procédures. Donc, ce n'est pas complètement exclu. Mais en tous les cas, cette modalité-là, aujourd'hui, elle a été dessinée en premier lieu pour ceux qui ont au moins 2 signataires. La modalité suivi des constats, ça c'est nouveau en mise en œuvre de cette modalité-là. Bien sûr, vous avez l'habitude d'avoir un suivi lorsque vous êtes au contrôle. Vous avez toujours eu l'habitude d'avoir un suivi des constats précédents sur le contrôle en cours. Or, maintenant, ce ne sera plus systématique. L'idée, c'est simplement de pouvoir suivre les constats pour lesquels les cabinets ont reçu un courrier émis par le H3C. Donc, ça ne concernera que les cabinets de niveau 2. Le contrôle spot, enfin, alors il concerne également les cabinets non-EIP. Simplement pour vous présenter, l'utilisation de cette modalité sera testée uniquement sur 2021 pour l'instant. Ça peut concerner tous les cabinets, quel que soit leur niveau de risque, bien sûr. Et puis, on aura bien sûr la possibilité et justement le désir de vous prévenir, mais en vous expliquant de quoi il s'agit pour que vous vous habituez à ce type de modalité de contrôle. Et ce seront uniquement que les contrôleurs du H3C qui réaliseront le contrôle en modalité contrôle. Voici pour la présentation. Donc, je laisse place aux questions, si vous en avez.
Alors, une première question. Est-ce que ce nouveau dispositif ferait en sorte que les petits cabinets n'auront plus de contrôle complet? Alors, le contrôle complet, c'est fini en réalité. Ce qu'on aime faire et ce qu'on va faire, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous appliquer les modalités de contrôle qui sont le plus appropriées vous concernant. On ne va pas vous faire un contrôle complet pour se faire plaisir. C'est plus l'idée. On a déjà eu au cours des cycles passés le privilège de vous avoir contrôlé chacun un à un. Et puis l'idée, c'est de se dire, on essaye de prendre connaissance bien sûr de ce que vous avez fait dans le passé, mais d'essayer à chaque fois d'aller cibler ce qui est le plus important pour vous, ce qui est le plus caractéristique dans votre activité et ce qui a besoin d'être contrôlé pour vous aider, pour vous aider toujours à vous améliorer et pour avancer uniquement en ne perdant pas de temps à aller regarder l'intégralité des éléments lorsqu'ils ne sont pas pertinents. Donc, il n'y aura pas forcément de contrôle complet, mais il peut s'agir d'un contrôle complet, peut-être, si on a en face de nous un nouveau cabinet qu'on ne connaît pas du tout. Là, évidemment, on approfondira et on ira positionner les modalités les plus appropriées. Mais ça peut être différencié dans le cycle. Bien sûr, l'idée, c'est d'aller retourner voir les professionnels, les contrôler le plus longtemps possible s'il s'agit de cabinets à risque. Et si les cabinets ne sont pas risqués, on ne va pas passer notre temps à vous contrôler pour vous contrôler. C'est pas difficile. Autre question. Un cabinet non EIP peut-il bénéficier d'un contrôle global tous les 6 ans et en plus avoir des contrôles de type spot, mandat, procédure entre ces 6 années? Alors, au cours d'un cycle, vous pouvez très bien avoir un contrôle, 2 contrôles, 3 contrôles, 6 contrôles. On peut être dans tous les cas de figure. On est dans une obligation sexennale. Vous aurez au moins un contrôle avec une modalité, ou peut-être 2, ou peut-être 3. Mais vous pouvez effectivement avoir plusieurs contrôles avec des modalités différenciées, parce qu'on ne va pas faire un contrôle complet 3 fois au cours d'un cycle, hein, bien sûr, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire, si on fait un contrôle complet, on pourra peut-être venir vous voir avec une autre modalité au cours du cycle restant, bien sûr. Mais non, on veut pas alourdir le contrôle, on veut qu'il soit pertinent, on veut mettre fin à un contrôle complet pour être plus agile et être plus pertinent. Autre question. Le premier contrôle s'entend par structure sociétale ou par associé personne physique? Au cas où la société a déjà été contrôlée, mais qu'il y a un nouveau signataire, est-ce que cela est considéré comme un premier contrôle? Non, pas du tout. Alors, ce qu'on a dessiné aujourd'hui, les unités de contrôle, en fait, on les dessine par rapport à vos souhaits. C'est-à-dire que quand on vous met au contrôle, on vous demande quel est le cabinet que vous constituez. Le fait d'avoir un nouveau signataire ne fait pas basculer dans un contrôle complet. C'est pas du tout le cas. On visera peut-être ce nouveau signataire pour un contrôle de mandat, mais en tous les cas, ça ne va pas du tout alourdir le contrôle et puis l'intensifier. C'est pas ça qui va générer l'intensification d'un contrôle, rassurez-vous. Donc, autre question, est-ce que les contrôleurs délégués vont être formés aux nouvelles modalités de contrôle? J'espère bien qu'ils vont être formés et par nous. Non, bien sûr. Alors, dans le cadre de la délégation, nous sommes chargés, bien sûr, de la formation des contrôleurs délégués. On le fait en bonne intelligence avec la compagnie. Nous avons même prévu les modalités à appliquer à chacun des cabinets au contrôle. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement, du sur-mesure, et on est toujours en relation avec la compagnie et on est là pour résoudre toutes les problématiques. On est à votre disposition et on travaille pour vous. Dernière question, est-ce que la notion de secteur prioritaire est abandonnée? La notion de secteur prioritaire, elle figure dans les orientations
2021 du Haut Conseil. Donc, vous avez toujours cette priorité qui est donnée à une sélection de mandats avec une liste qui évolue d'année en année, mais que je vous invite à aller voir, hein, mais qui reste encore assez similaire à ce qu'elle était dans le passé, à une différence peut-être près cette année où on a mis l'accent sur les difficultés liées à la crise sanitaire pour sélectionner des mandats qu'il faudrait vraiment aller regarder. Voilà. Une question, Elena, qui vient de tomber. Est-ce que tous les contrôles se feront systématiquement en présentiel? C'est pas obligatoire. Tout peut se faire à distance. Il faut encore une fois là aussi travailler en mode intelligence avec le contrôleur. Ceux qui souhaitent du présentiel peuvent toujours le demander. Il y a beaucoup de contrôleurs qui préfèrent du présentiel. Il y a beaucoup de contrôlés aussi. Il n'y a aucune obligation à faire du distanciel, du présentiel. On verra ce que nous réserve la suite de cette pandémie. Voilà, on arrivera à le faire et on a fait déjà un bon exercice cette année. Ça a donné de très bons résultats. Il n'y a pas eu trop de difficultés sur la réalisation des contrôles à distance. Voilà. Merci à tous en tout cas. Une bonne continuation. Et je passe la parole à Hélène, qui s'occupe de l'EIP. Je vous remercie de vous être connectés très nombreux à ce webinaire que nous animons collégialement avec Madame la Présidente, Éric Baudrier, Elena Revuelto et moi-même. Et donc, je suis Hélène Lucas, la directrice des contrôles des cabinets EIP du H3C. Je vais maintenant embrayer sur la présentation des spécificités de cette rénovation pour le segment de l'EIP. Alors, vous l'aurez compris, en termes de spécificité, eh bien, on s'inscrit complètement dans la suite de ce qu'a présenté Éric Baudrier ainsi qu'Elena Revuelto. Donc, nous ne sommes pas sur quelque chose de fondamentalement différent dans l'approche. En revanche, ce sera davantage le profil de la population des cabinets qui va induire une spécificité à proprement parler dans ce que nous allons dérouler au fur et à mesure de ce cycle de contrôle. Donc, aussi, la première chose qu'il faut que vous sachiez, donc, c'est que considérant cette population EIP, il va nécessairement y avoir un profil de risque particulier qui sera induit et nécessairement une distinction plus importante dans la segmentation par les risques que nous avons opérés. Et elle se manifestera finalement par une plus forte représentation des unités de contrôle mises au contrôle dans les niveaux de risque les plus élevés. Aussi, ce que je vais vous présenter, ce sera plutôt les principes que nous avons mis en œuvre et retenus pour décliner cette approche dans cette phase de transition. On a conduit et on a respecté 3 étapes à proprement parler. La première, ça a été d'opérer une segmentation sur les cabinets EIP qui composent cette population EIP. Au dernier recensement du rapport annuel 2020, il y avait 256 cabinets qui entraient dans cette catégorie EIP. Nous avons ensuite réalisé une projection considérant ces niveaux de risque et une projection un peu une forme de budget de ce que nous pensons sur ce cycle triennal ou sexennal. Rappelez-vous que pour les EIP, un cycle triennal s'impose dès lors que vous avez une grande EIP parmi vos mandats. Et la 3e étape a été la programmation à proprement parler. Ce que nous avons retenu pour la segmentation a été d'ordre divers et variés. Vous avez vu, Éric Baudrier vous a présenté les 5 niveaux de risque que nous avons retenus pour 2021 et les facteurs de risque qui étaient les plus prépondérants et que nous avons identifiés pour cette population, notamment EIP, pour procéder à cette segmentation, donc la classification par niveau de risque de ces 256 cabinets, a notamment été composée de l'importance de l'activité CAC, naturellement,
dans l'activité d'ensemble de l'unité de contrôle et de son réseau. Les spécificités des mandats, si les mandats sont cotés, appartiennent à un secteur réglementé ou une activité réglementée, ou si dans ce domaine d'activité, nous avons pu identifier des risques particuliers, ou si nous avons des mandats à risque systémique ou encore à prépondérance économique particulière. Naturellement, la typologie des mandats, c'est lié. La taille de l'unité de contrôle, ce n'est pas la même chose de contrôler une unité de contrôle qui aura une dizaine de mandats avec un seul associé et donc une seule entité signée EIP qu'une unité de contrôle qui comptera plusieurs milliers de mandats. La spécificité des signataires, qu'est-ce que l'on entend par là? Naturellement, un signataire pourra faire l'objet d'un risque particulier, pourra avoir une présence particulière au sein de la profession, pourra ou bien avoir finalement des informations que nous aurons reçues d'autres régulateurs. Eh bien, on intégrera ce risque spécifique lié au signataire dans notre approche par les risques dans la segmentation. Naturellement, et ça reste un classique parce que c'est l'un des facteurs de risque que nous avions connus historiquement, ce sont les faiblesses qui ont été relevées lors des derniers contrôles, alors mais aussi des derniers contrôles. Et ces faiblesses vont naturellement faire accroître ou réduire le risque s'il n'y en a pas. Et le nombre de faiblesses, en tout cas, pourra faire réduire le risque et surtout permettre de profiler de manière appropriée, comme on a dit jusqu'à maintenant, les modalités de contrôle qui sont retenues et on intégrera naturellement la complexité de l'organisation qui se présentera à nous pour, d'une part, ce profilage des risques et naturellement aussi prendre en considération le contexte réglementaire qui s'imposera à cette unité de contrôle, mais également pour adapter en conséquence l'approche que nous avons suivie et c'est ce que nous avons fait dans la projection. On vous donne un exemple, mais concrètement, ce que nous avons d'emblée tenté de déterminer, c'est considérant tous ces facteurs, comme vous l'a dit Elena, on connaît maintenant relativement bien les unités de contrôle modulo les événements qui peuvent avoir lieu, un départ à la retraite d'un signataire, une fusion, une scission, peu importe. Et donc, modulo ces événements qui peuvent toucher l'unité de contrôle, son réseau ou un signataire en particulier, nous avons a priori apprécié et attribué ou affecté un certain nombre et déterminé un certain nombre de contrôles et de modalités de contrôle qui pouvaient être poursuivis tout au long d'un cycle pour cette unité de contrôle-ci. Ce qui nous a permis, considérant, là encore, Elena Rivelto vous l'a précisé, en appui sur les orientations et les secteurs à risque particulier, ou en tout cas les secteurs prioritaires qui auront été déterminés par le collège, on a appliqué cette segmentation et ces projections, ce qui nous a permis d'établir le programme de contrôle 2021 qui, donc pour cet exercice, nous conduira à opérer un contrôle de l'activité de commissariat aux comptes pour 101 unités de contrôle EIP. Et on vous a naturellement présenté à ce stade la segmentation qui aura été identifiée, si je puis dire, considérant ces facteurs que nous connaissons. Encore une fois, on est à une photo à un instant T donné, donc plutôt une connaissance du passé que nous amenderons au fur et à mesure de l'évolution dans le temps. Donc à ce stade, on a 8 unités de contrôle EIP de niveau de risque R1. À noter que le risque R1 inclut essentiellement des unités de contrôle EIP. 44 en niveau 2 de risque, 12 en niveau 3 de risque et 37 en niveau 4 de risque. Alors, on a quelques premiers apprentissages de cet exercice que nous avons réalisé, à savoir qu'on constate a fortiori, puisque nous sommes passés de 2020, pour ceux qui ont pu avoir l'occasion de lire notre très dense rapport annuel, nous avons couvert 47 unités de contrôle en 2020. Nous avons un souhait de couvrir 101 contrôles en 2021. Donc, on le voit déjà qu'on a un accroissement certain du nombre de contrôles.
Et naturellement, et a fortiori, puisque la démarche a cette intention et cette ambition, c'est d'accroître la pertinence de ces contrôles puisqu'ils seront mieux adaptés au profil de l'unité de contrôle. Là encore, on voit qu'on assiste a priori à un renforcement d'une certaine agilité et de l'intensité des contrôles pour les cabinets qu'on considérera comme plus risqués. Pourquoi ? Typiquement, on ne va pas procéder systématiquement à un contrôle complet, que ce soit un rythme bisannuel ou tous les 3 ans. Pourquoi ? Parce que, eh bien, peut-être que il n'y a pas de pertinence à opérer de la sorte. Et de ce fait, on a une meilleure utilisation d'une part des ressources et du temps de contrôle et surtout une meilleure adaptation à ce que nous devons contrôler. De ce fait également, le contrôle pourra porter sur moins de thèmes ou moins de mandats pris simultanément, voire plus de mandats en simultané. Les points clés que nous souhaitons couvrir en revanche le seront de manière plus approfondie nécessairement puisque le contrôle sera davantage ciblé. Et on s'aperçoit également que, considérant la transition du cycle et ce que nous souhaitons mettre en œuvre, cette transition est maîtrisée puisqu'elle permet vraiment de passer des anciennes méthodes à contrôle complet systématique à ces nouvelles modalités de manière tout à fait progressive et nous l'espérons la plus fluide possible pour vous. Alors, le slide est un peu dense, mais je vais essayer de vous en résumer les grandes idées. La première grande idée à retenir, c'est que le contrôle complet pour les cabinets UIP ne changera pas dans sa substance et on l'utilisera toujours. La deuxième idée, c'est que la modalité entretien prise seule, considérant le profil de risque de la population, est une modalité qu'on utilisera probablement de manière plus marginale sur la population EIP. Là encore, considérant les obligations réglementaires européennes qui s'imposent à nous. En revanche, les deux modalités que vous connaissez entre guillemets un peu et qui seront, elles, prises seules et constitueront un contrôle seul seront, et ça c'est une nouveauté, le contrôle des procédures et le contrôle des mandats. Les différenciations ou la différence qu'on peut mettre en exergue sur le contrôle des procédures prises seules, c'est que elle pourra être contrôlée exhaustivement ou simplement en partie sur un cycle de 3 ans ou de 6 ans et pourra ou non être combinée avec d'autres modalités de contrôle. On restera sur des contrôles de procédure qui concernera là où les structures d'exercice professionnel qui partagent partagent des procédures communes et naturellement, l'ensemble sera profilé considérant l'organisation et la taille de l'unité de contrôle qui sera contrôlée. En fonction des résultats que nous obtiendrons ou que nous mettrons en exergue sur un contrôle de procédure seul, eh bien, on pourra amender ou ajuster en conséquence un contrôle de mandat subséquent de l'unité de contrôle afin de mieux tenir compte des constats que nous aurons mis en exergue. Concernant les mandats, l'essentiel du changement réside dans le fait que le point d'entrée du mandat pourra varier. Il pourra être le signataire, le mandat ou un thème particulier annuel qui pourra être décidé soit dans les orientations du collège, soit de manière ponctuelle au cours de l'exercice par le collège. Là encore, on appliquera naturellement les orientations qui auront été définies et les secteurs à sélection prioritaire. Pour ce qui concerne les deux vraies nouveautés, ce seront d'une part la modalité suivi et d'autre part le contrôle spot. Pour ce qui concerne le suivi, vous aviez l'habitude de l'avoir au sein du contrôle complet dès lors qu'il y avait eu des recommandations qui avaient été formulées par la formation statuant sur les cas individuels. Ce contrôle de suivi maintenant sera pris seul. L'idée étant, de manière sous-jacente, de s'assurer que les éléments identifiés, que ce soit les recommandations formulées ou les constats qui ont caractérisé des défaillances ou des insuffisances, ont effectivement été remédiés
ou implémentés, et donc que les plans d'action ont été définis et suivis. C'est là toute la nouveauté. L'idée étant, encore une fois, de s'assurer, j'insiste, qu'on est dans une continuité et dans un progrès continu, de sorte de ne pas finalement aller vers un contrôle complet dès lors qu'un pan de l'activité ou de l'exercice de l'activité reste avec des défaillances qui sont notoires et qu'il est nécessaire de remédier. Pour ce qui concerne le contrôle spot, lui, c'est je dirais le petit nouveau complet et qui va être un peu plus inattendu puisqu'effectivement, il sera déclenché de manière plus inopinée. À savoir que, comme l'a évoqué Éric Baudrier précédemment, il sera à délai de prévenance plus court qu'un contrôle, une des modalités de contrôle précédent. Il pourra ne pas être prévu au programme initialement de contrôle parce que décidé par la présidente, décidé par les orientations du collège, décidé par des éléments que nous aurons constatés au cours de notre cycle. Il concernera un élément précis, un mandat, un point de procédure, un sujet d'actualité, etc. Concernera donc probablement un périmètre de signataires circonscrit, pourra concerner un collège de signataires dès lors qu'il y aura l'exercice de l'activité professionnelle sera fait en co-commissariat au compte, qu'il soit à 2 ou à plusieurs. Et les conclusions ne porteront que sur cet élément précis, à savoir qu'on ne portera pas une appréciation sur l'unité de contrôle prise dans son ensemble ou ses procédures. Et donc, c'est vraiment sur cet aspect-ci qu'il va y avoir la grande nouveauté, quand bien même, vous l'aurez noté, l'élément précis sur lequel portera le contrôle restera un élément qui aura déjà fait l'objet d'un contrôle, en tout cas pour lequel le terrain aura déjà été balisé. Ce sera donc un mandat, un point de procédure, un sujet d'actualité qui portera par exemple sur l'application correcte d'une norme d'exercice professionnel. Voilà pour les spécificités, donc qui s'inscrit complètement dans la continuité de ce qui a été présenté juste avant moi. Je ne sais pas si d'emblée des questions ont été posées dans le chat. Oui, me fait-on signe. Je vous écoute. Alors, il y a effectivement plusieurs questions qui ont été soulevées. La première, c'est: prévoyez-vous de communiquer les rapports de contrôle au comité d'audit des entités dont les mandats ont été contrôlés? Alors, à ce stade, nous ne pouvons pas, réglementairement parlant, communiquer et avoir une quelconque communication à d'autres parties que vous-même. Donc, à aujourd'hui, le Code de commerce prévoit et la réglementation européenne que ce soit vous qui communiquez ou à la demande du comité d'audit le résultat du contrôle de l'entité ou du mandat qui aura été contrôlé. Donc, nous ne prévoyons pas de cette communication parce que nous sommes dans un contexte réglementaire qui ne nous permet pas à ce stade. Autre question, est-ce que l'appréciation du risque faite par le H3C tiendra compte des procédures internes de contrôle et des suivis propres au réseau du cabinet? Alors, absolument. Mais je vous dirais de manière un petit peu, pardonnez-moi cette insolence, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que on tiendra compte naturellement de la complexité de ce dispositif, de son efficacité naturellement. Toute la question résidera sur le fait de peut-on s'appuyer ou non sur ce dispositif, sur le contrôle de ce dispositif et donc les spécificités qui peuvent être liées. Donc, je répondrai absolument, mais dans les deux sens. Pour les contrôles de mandats exercés en co-commissariat aux comptes, est-ce que l'agilité qui a été présentée conduira à étendre les dossiers ou les mandats contrôlés aux deux cabinets concernés? Alors, absolument. L'idée étant effectivement d'introduire entre guillemets, ce test que nous avons fait précédemment dans un processus plus pérenne, et on pourra, ce ne sera pas nécessairement systématique, lorsqu'on fera un contrôle ayant comme point d'entrée un mandat, contrôler le collège et les diligences mises en œuvre
par le collège dans son entièreté sur ce mandat. Alors, le contrôle spot est-il susceptible d'intervenir suite à un signalement d'un dirigeant d'une entité contrôlée directement auprès du H3C? Alors, c'est une bonne question. Ce n'est pas nécessairement la vocation du contrôle spot, puisque l'idée étant d'avoir un spectre relativement large sur ce contrôle inopiné. Nous ne sommes pas le service des enquêtes, donc dès lors qu'il y aura ce type de déclaration, je pense qu'une préanalyse sera très probablement faite par la présidence, le collège et le directeur général pour apprécier la meilleure manière d'adresser ce type d'événement et si le contrôle spot est approprié, puisqu'encore une fois, nous sommes sur du contrôle d'activité. Donc, nous ne serons pas dans un objectif de pré-enquête ou de sanction. Donc, j'aurais tendance à vous répondre de prime abord non, sauf parce que cela rentre dans le cadre d'un contrôle d'activité. Autre question, est-ce que la rénovation des contrôles est synonyme de plus de contrôle sur un cycle triennal ou sexennal? La rénovation des contrôles est effectivement synonyme d'un accroissement de la fréquence des contrôles dès lors que le risque le justifie, puisque c'est finalement aujourd'hui notre souhait de mieux profiler au risque et donc la fréquence à ce risque et de manière nécessaire le nombre de contrôles qui sera opéré. Cela ne veut pas dire qu'on va nécessairement opérer plusieurs contrôles complets, comme l'a dit Elena, sur un même cycle, mais en revanche, on est plutôt dans un principe de continuité. On veut s'assurer que le risque que nous avons identifié est correctement appréhendé et couvert par soit les procédures du cabinet, soit connues et maîtrisées par l'unité de contrôle et sa gouvernance, et surtout qu'il soit finalement dans sa continuité et tout au long du cycle maîtrisé. Est-ce que le programme 2021 se déroule sur l'année civile 2021 ou est-ce qu'il concerne les clôtures d'exercice 2021? Alors, je vous dirai ni l'un ni l'autre, mon capitaine. Effectivement, notre saison des contrôles, on ne l'a pas changée. Elle démarre à proprement parler au milieu fin de printemps, donc je vous dirais à compter de mi-mars, début avril, pour se terminer l'exercice suivant. On restera donc sur un principe qui ne sera pas nécessairement ajusté. Alors là, je parle de l'EIP. Pour le non-EIP, le calendrier est encore légèrement différent. Donc là, on est sur la première question, alignement à l'exercice civil des contrôles, des opérations de contrôle. Ensuite, sur la question de la clôture, là également, on est toujours sur le principe que lorsque le contrôle a lieu et lorsqu'il concerne un contrôle de mandat, on revoit le dernier exercice signé, clôturé, disponible, archivé. Ça, c'est un principe auquel on ne déroge pas. Voilà. Autre question, lorsqu'un contrôle est attendu en 2021, est-ce que le programme de rénovation de contrôle sera appliqué? Absolument. C'est-à-dire qu'on a d'emblée, c'est finalement ce que je vous montrais dans ce slide-ci, pour le programme 2021, on a immédiatement adapté finalement l'approche, considérant notre connaissance que vous aviez dans la partie segmentation des risques que nous avons identifiés pour l'unité de contrôle qui est mise au contrôle. Et les éléments, pour ceux qui ont été d'ores et déjà sollicités pour ce contrôle, les éléments que vous nous avez transmis nous permettent d'ajuster notre connaissance et de cette manière, votre profilage et l'étendue des contrôles et les modalités qui auront été choisis. Donc oui. Alors, avant-dernière question, pourrait-on avoir un exemple de sujet d'actualité dans le cadre d'un contrôle spot? Est-ce qu'un contrôle spot pourrait venir, par exemple, d'une demande de l'AMF ou d'un autre régulateur? Alors, effectivement, ça peut être, c'est un excellent exemple, ça peut être une demande issue d'autres régulateurs, absolument, mais on peut avoir des sujets d'actualité. Alors, je ne sais pas si j'en dis trop ou pas assez, mais en l'occurrence, ce sont des éléments qui seront
à déterminer par la présidente, le collège. Et à ce stade, est-ce que nous avons d'emblée des sujets d'actualité? La réponse est que c'est en cours de réflexion au niveau de notre gouvernance. Voilà. Et dernière question. Et enfin, dernière question, comment est-ce que ces nouvelles modalités vont s'inscrire dans le cadre des contrôles conjoints avec le PCAOB? Eh bien, nous avons intégré effectivement la prochaine reprise des contrôles du PCAOB dans ces modalités de manière assez logique. Je pense que vous l'aurez deviné. Les cabinets qui seront en risque 1 sont ceux qui sont davantage concernés par ces contrôles conjoints et nécessairement la fréquence et la nature des diligences que nous allons conduire va intégrer ces contrôles conjoints. Donc, on sera dans une articulation appropriée de ces diligences. C'est vraiment toute la réflexion. C'est ne pas surcharger davantage, mais plutôt intégrer des paramètres existants à ce profilage et à la détermination des étendues et des modalités qui seront appliquées aux différents cabinets. Je vais de ce pas laisser la parole à Eric pour la conclusion. Merci pour votre attention. Merci Hélène. Oui, donc quelques éléments de conclusion qui vont revenir un petit peu sur ce que j'ai pu également dire en introduction. Je disais en introduction que le chantier était une étape, que tout ce qui était présenté pour 2021 était une étape et que ce chantier n'est pas totalement terminé et que ce sera également des éléments itératifs de façon à ce que cette rénovation puisse évoluer au besoin. Ce qui veut dire qu'on a encore un certain nombre de travaux en cours sur lesquels on n'a pas encore totalement abouti. Ces différents travaux qui restent en cours sont liés à la rédaction d'une charte des contrôles. Il nous a semblé également important d'évoquer ce sujet dans le cadre de la rénovation, notamment à la suite des différents échanges qu'on a pu avoir avec les différents intervenants et les professionnels également, de façon à ce que tout soit bien établi sur les rôles des uns et des autres, organisation du contrôle, son cadre légal. C'est vrai que les contrôleurs faisant ça d'une manière assez habituelle et régulière, ils sont très au fait de leurs procédures et du fonctionnement du contrôle. C'est vrai qu'un cabinet qui est au contrôle une fois tous les 6 ans peut être un peu plus éloigné et c'est tout à fait naturel de ces situations, d'où la nécessité de la rédaction de cette charte des contrôles. Il nous a semblé également important de revenir sur la taxonomie utilisée dans les contrôles. Notre fameux code couleur qui va du noir au rouge en passant par l'orange et du vert au noir en passant par l'orange et le rouge. Après 3 ans d'utilisation de cette taxonomie, il nous a semblé qu'elle était un tout petit peu trop peut-être simpliste dans son organisation. Elle partait d'un bon objectif, d'un objectif louable, qui était d'essayer d'avoir une certaine équité, ou en tout cas la plus grande équité possible de traitement entre les différents cabinets, et de façon à ce qu'un même constat engage la même conclusion. Force est de constater à l'utilisation que c'est devenu quelque chose d'un tout petit peu trop réducteur et qu'on en est arrivé à des situations parfois de rouge vif, de rouge très très clair, de rouge intermédiaire, d'orange vif, donc ce qui a bien naturellement fait prendre conscience qu'en réalité 4 niveaux étaient insuffisants et que ça créait un certain nombre de confusions. De la même manière que j'allais dire que le langage des couleurs un petit peu commun considérait que le noir était plus grave que le rouge, alors qu'en réalité, dans certains cas, on pouvait considérer que un noir, par exemple, pour défaut de conformité, parce que la colonne N-1 n'est pas indiquée, alors c'est un défaut de conformité et on ne peut pas conclure autrement que noir. Par contre, est-ce que c'est plus grave qu'un dossier qui est vide? A priori, non. Donc, il faut qu'on repense un petit peu toute cette taxonomie de façon à aboutir à quelque chose qui soit mieux compris par l'ensemble des parties prenantes et également les comités d'audit. Il y avait une question tout à l'heure sur la communication des rapports aux comités d'audit. Ces rapports peuvent être communiqués naturellement toujours par le biais et uniquement par le biais
des cabinets, je dirais, doivent être, et pas seulement peuvent être, mais c'est vrai qu'il faut aussi aider les comités d'audit à mieux comprendre nos conclusions, donc il faut qu'on retravaille cette taxonomie. Donc forcément, dès lors qu'on parle de taxonomie, on va parler également du rapport de contrôle. Et à partir du moment où on parle également de diversification du contrôle, et tout à l'heure je disais qu'on ne va plus parler du contrôle, mais des contrôles, de fait, on va parler des rapports de contrôle et plus du rapport de contrôle. Donc ça fait partie du gros chantier également pour 2021, de façon à retravailler ce rapport de contrôle, de façon à ce qu'il soit mieux adapté déjà à chaque typologie de contrôle, et qu'il soit dans son rendu mieux adapté également aux besoins des différents lecteurs. Il était peut-être beaucoup trop technique historiquement, considérant qu'effectivement, il pouvait y avoir toutes les explications qui avaient été données lors des différentes réunions avec les différents contrôlés et au niveau des réunions de synthèse, et que, de fait, le rapport de contrôle devenait presque inutile par rapport à toute cette matière qui avait été fournie en amont, et devenait quelque chose de relativement synthétique, peut-être trop synthétique, et pouvait être indigeste éventuellement pour d'autres parties prenantes. Donc il faut qu'on repense en 2021 la façon dont ce rapport de contrôle est effectué, de façon également aussi, et ça va être toute la complexité pour le non-EIP, à le rendre utilisable et facilement également utilisable par les contrôleurs délégués qui devront également à terme pouvoir rédiger des typologies de rapports éventuellement différentes. Autre élément, alors qu'on dissocie du rapport de contrôle, c'est la restitution des résultats des contrôles. Alors pourquoi je le dissocie et on le dissocie du rapport de contrôle? L'idée, on parlait de bonne pratique tout à l'heure, c'est aussi de pouvoir utiliser un véhicule de communication vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes, qui ne soit pas le rapport de contrôle, qui ne soit pas le rapport annuel du H3C portant sur les contrôles, qui soit éventuellement un rapport sur les contrôles, qui soit différent de ce qu'on faisait historiquement et qui puisse également pointer et mettre en valeur certaines bonnes pratiques qui ont pu être identifiées de façon aussi à ce que ça puisse être utilisé par les autres professionnels. Et ça aussi, ce sont un petit peu le résultat des échanges qu'on a pu avoir avec un certain nombre d'entre vous. Et j'ai souvenir encore d'un échange il y a quelques semaines avec un cabinet qui s'est interrogé sur comment mettre en œuvre et comment remédier les insuffisances qu'on avait pu identifier. Et l'une de nos réponses naturelles était de dire, mais demandez à ceux qui le font bien dans votre cabinet, et il y en a beaucoup qui pratiquent correctement, conformément à ce qui est attendu au regard des nombres d'exercices professionnels. Donc, inspirez-vous de ce qu'ils font. On va essayer également de donner ce type d'input dans le cadre d'un nouveau modèle de restitution des contrôles, alors qu'il restera quelque chose de synthétique, naturellement. Nous n'avons pas la capacité aujourd'hui de pouvoir restituer publiquement, individuellement, naturellement. Par contre, d'avoir un outil synthétique de restitution est quelque chose qui est semblé également important pour le collège, au niveau amélioration, soutien à la profession, accompagnement de la profession et amélioration de la qualité des audits qui sont menés. Tout cet environnement nécessite que nous soyons dotés d'outils de contrôle qui soient plus performants que ceux dont nous disposons actuellement, qui ajoutent un petit peu plus d'analyse de la donnée de façon à pouvoir également être plus précis dans l'analyse et éviter également de vous faire perdre du temps, éviter de vous obliger à redonner de l'information que vous avez peut-être déjà donnée soit à la CNCC, soit ailleurs, soit peut-être même déjà au Conseil, mais d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus intelligent, beaucoup plus structuré, et de façon à être plus efficace et limiter et rendre plus efficaces les interactions que l'on peut avoir avec vous. Tout ce dispositif nécessitant également que l'on soit précis sur les suites que nous donnons aux différents contrôles, que ce soit en matière de plan de remédiation qui peut vous être donné, de suivi, de contrôle plus court et de planification générale du contrôle. Je pense qu'il me reste un tout petit peu de temps, il me reste, je crois, 3 minutes, donc je peux reprendre quelques questions s'il en reste.
Il en reste effectivement, alors à la fois des questions sur ce que vous venez d'aborder et d'autres questions qui reviennent sur des parties passées mais qui sont arrivées après les interventions d'Hélène et Elena. Deux questions en fait que je vais grouper en une. Y a-t-il des réflexions en cours pour rendre le rapport public, en tout ou partie, comme cela peut se faire aux États-Unis? Et comment ces nouvelles modalités de contrôle vont-elles s'inscrire dans le cadre des contrôles PCAOB? Alors, sur le PCAOB, on y a déjà répondu. Alors, vous savez naturellement que le contrôle conjoint avec le PCAOB répond également à des obligations du fait que les cabinets sont inscrits et ont fait le choix de s'inscrire aux États-Unis. Donc, ça emporte vis-à-vis des cabinets un certain nombre d'obligations de contrôle. Ce contrôle ne pouvant pas être réalisé directement en France par le PCAOB, il se fait par notre intermédiaire. Mais ce qui fait qu'on répond à une sollicitation de contrôle d'un pays extérieur. Alors, c'est le cas pour le PCAOB, mais ça pourrait aussi éventuellement être le cas pour un autre pays. L'objectif étant de répondre aux besoins de contrôle du PCAOB. Donc, l'idée, naturellement, c'est de pouvoir embarquer un certain nombre de situations pour répondre aux besoins du PCAOB. Naturellement, le PCAOB est toujours à même de poser des questions complémentaires ou de solliciter des éléments de contrôle supplémentaires, le contrôle restant naturellement réalisé par le H3C, le PCAOB assistant simplement aux opérations. L'autre question, pardon, j'ai oublié, j'ai un petit... Souhaitez-vous rendre le rapport public? Est-ce qu'on souhaite rendre le rapport public? Alors, pour le moment, le législateur ne le permet pas. Le législateur européen n'a rien prévu à ce titre. Vous savez qu'actuellement, il y a une clause de revoyure au niveau de la réforme européenne de l'audit. Je ne sais pas ce que donnera cette réforme européenne de l'audit. Naturellement, le Haut Conseil est susceptible d'apporter un certain nombre de contributions. Pour ne rien vous cacher, je pense que nous allons essayer d'apporter une grande contribution s'agissant du co-commissariat au compte et de son intérêt pour améliorer la qualité de l'audit. Pour cette problématique particulière, je n'ai pas d'informations à ce niveau. Dans votre première intervention, Eric, vous abordiez l'identification des bonnes pratiques. Peut-on considérer qu'il s'agit d'une inflexion de l'orientation des contrôles? Pouvez-vous illustrer la manière dont vous voyez ce recensement et cette communication? Alors, je l'ai abordé très rapidement à l'instant en parlant de restitution des résultats des contrôles. Notre première idée de bonne pratique, elle se fait réellement par cette restitution et par la valorisation d'un certain nombre de bonnes pratiques. Vis-à-vis des constats, au regard des cabinets. L'objectif, encore une fois, c'est que les cabinets améliorent leur process, améliorent leurs procédures, améliorent leur diligence. Et même si c'est assez désagréable, c'est toujours difficile d'améliorer ces éventuelles insuffisances si on n'a pas identifié, qu'on ne les a pas marquées, qu'on ne les a pas pointées. Si on va dans un cabinet dans lequel on dit, bah, écoutez, j'ai regardé 6 mandats, sur 4 mandats ou sur 5 mandats, la 900 est très très bien appliquée, la revue croisée est parfaitement appliquée. Je ne suis pas sûr que ça aide énormément le cabinet. Alors, il peut se dire, alors s'il ne parle pas du 6e, ça veut dire que sur le 6e, ce n'est pas bien appliqué. Mais on a quand même le besoin et la nécessité de pouvoir insister sur le 6e mandat et forcément, on continuera. Et je pense que c'est un besoin d'échanger plus sur le 6e mandat que sur les 5 précédents. Après, à côté de ça, il nous semble également important de pouvoir véhiculer, comme on a commencé à le faire, pas forcément sous l'angle de la bonne pratique, mais par l'identification de certaines thématiques particulières dans le rapport annuel sur les différents cas qui étaient présentés. Là, c'est un petit peu, c'est de retourner le cas et pour aller vraiment sur des éléments positifs, ou en tout cas davantage positifs. Mais rassurez-vous, vous aurez toujours dans les rapports de contrôle l'identification des éventuelles insuffisances et des besoins de remédiation. Une dernière question. Un contrôle spot pourra-t-il être diligenté en urgence à la demande d'une CRCC? Alors, j'allais dire oui et non. Un contrôle spot est diligenté sur décision du H3C. Donc, mais dans ce cadre-là, le H3C va pouvoir utiliser de l'information, de l'input qui lui est fourni. Cette information peut venir d'une CRCC qui ferait un signalement au H3C, remontrer une situation particulière qui, à son avis,
nécessiterait de pouvoir faire un contrôle rapidement. Après, il nous appartient au H3C d'accepter ou pas de mettre en place ce contrôle ou éventuellement de le reporter, de l'intégrer dans le cadre de la future programmation. Encore une fois, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est qu'on a une obligation et une planification à laquelle va s'ajouter un certain nombre d'éléments supplémentaires, comme par exemple un contrôle spot. Donc, il faut également tenir compte de la planification normale pour pouvoir y adjoindre ces contrôles spot. Et naturellement, si un président de CRCC a des souhaits particuliers, il peut les faire valoir et après, on verra en opportunité si on peut diligenter un contrôle spot ou le mettre au contrôle suivant. Donc, il s'agissait de la dernière question. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, naturellement, on a reçu beaucoup de questions. Alors, ce qui est à la fois très positif, parce que ça démontre l'intérêt que vous portez à ces travaux et au sujet. Le côté négatif, c'est que naturellement, on n'a pas pu répondre à l'intégralité des questions. Sachez naturellement que ces questions ne vont pas être détruites immédiatement. Elles vont nous permettre également de continuer la réflexion, d'être introduites dans ce processus itératif que je citais tout à l'heure. Elles vont également, en fonction de leur nature, on va les retravailler, de voir si nous avons le besoin et la nécessité de diffuser une FAQ au regard des différentes questions. C'est ce qu'on va pouvoir regarder dans les jours qui viennent. En tout cas, un grand merci aux plus de 1300 professionnels qui se sont connectés. En tout cas, à très bientôt à tous et à toutes. Merci beaucoup.